Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire. Cette première présentation est plutôt destinée aux débutants afin de leur faire découvrir cette immense famille. Donc, pour beaucoup de gens, malheureusement, une orchidée, c'est un phalaenopsis. Et c'est bien malheureux parce que cela devient le cas même chez les artistes, alors qu'au début, ils étaient plus attirés par d'autres genres très élégants, comme à gauche ici, un Cattleya, fabriqué par la maison Tiffany, ou à droite, les Paphiopedilum, donc un de ceux de Lalique, ici. Alors, c'est pour sortir justement de ces sentiers archibattus et de cette unique espèce, ou presque, que je voudrais commencer à vous dire qu'il faut aller chercher d'autres choses et essayer de bien choisir donc ces orchidées. Alors, toujours un problème de mise au point au début pour voilà. C'est une famille donc des orchidées qui est assez proche donc de la famille des Liliacées, donc représentée ici par une tulipe. On a décollé ici un pétale et bon, comme toutes les familles, elle est définie par sa structure florale, en particulier au niveau des éléments reproducteurs. Donc ici, normalement, un pistil, les étamines. Chez les orchidées, on va avoir tout ça qui va être rassemblé en une seule pièce, qui est ce qu'appelle la colonne, que l'on aperçoit ici, comme ça. Et au lieu d'avoir 6 étamines et 3 carpelles là-haut, on n'a plus qu'un. Alors, l'équivalent des étamines, elle se trouve à l'intérieur sous la petite capsule qui est ici, qu'on voit en jaune. Et c'est constitué de 2 pollinies, c'est-à-dire des groupements agglomérés de grains de pollen. Et puis, la partie femelle donc, se trouve en dessous ici. La structure, on la retrouve ici avec 3 sépales à l'extérieur, 3 pétales, dont un pétale qui est particulier, qui a une structure, on l'appelle le labelle, une structure particulière pour pouvoir permettre l'atterrissage de l'insecte qui va être pollinisateur. Alors, de façon à avoir une pollinisation croisée, en règle générale, l'insecte va pénétrer ici. Quand il va ressortir, il va arracher les pollinies qui ont une petite tige qui sort ici et qui va s'agripper. Et puis, il va s'en aller ailleurs et puis il va revenir sur une autre plante. Et là, il posera du même coup le paquet de pollinies au niveau donc, du stigmate ici. Et la pollinisation sera faite. Voilà. Au niveau… Ah, j'ai un problème avec… Comment se fait-il que ça ne veut pas défiler? Oui. Bon, ça a l'air de vouloir remarcher maintenant. Voilà. Alors, c'est quoi une orchidée? C'est totalement différent selon la région où on se situe, grosso modo. Pour les orchidées que j'appelle indigènes, qui en fait correspondent à tout le climat, on va dire tempéré de l'Europe, même si elle est partie beaucoup plus froide et puis des parties assez chaudes, mais c'est les régions où il va y avoir un risque de gel. Alors ces espèces-là sont en général donc des espèces terrestres. Elles ont un bulbe à l'intérieur, enfin souterrain. La végétation va sortir en règle générale fin d'automne ou pendant le printemps, passer à la floraison, et puis en fin de saison, eh bien, quand les graines ont été dispersées, toute la partie aérienne disparaît. Et donc, c'est ce qu'on va appeler des orchidées terrestres. Pour des climats plus cléments, on va avoir, quand il n'y a plus de risque de gel, on va avoir des orchidées qui peuvent pousser comme ici sur un mur. On va les appeler épiphytes. Enfin, c'est pas un mur, pardon, c'est sur un arbre, hein, c'est sur une paroi quelconque en règle générale. Et puis, il n'y a pas forcément d'organes de stockage de réserve parce que si le climat est doux, la végétation va pouvoir s'étendre sur l'ensemble de l'année. Et puis, donc, ces plantes-là, eh bien, on va pouvoir les cultiver différemment selon leur structure. Je règle tout de suite le problème des orchidées indigènes, parce que les gens qui viennent ici sont beaucoup plus intéressés par les exotiques. Donc, j'en ai choisi 5 pour illustrer ici, avec donc ici un
un ophrys araignée. Ça fait partie des orchidées qui sont pollinisées donc par des insectes et ils se sont adaptés en faisant donc un label qui ressemble à la femelle de l'insecte pollinisateur. Donc le mâle est attiré par soit du nectar, soit la ressemblance d'une part et des phéromones et va essayer ici de copuler avec ce qu'il pense être une femelle. Et du même coup, il va aller se cogner là-haut. On voit la petite partie blanche qui est l'endroit où les pollinies sont collantes. Ça va se coller sur la tête de la bestiole en règle générale. Et quand il retournera sur une autre plante, une autre fleur de la même espèce, eh bien, la pollinisation pourra se faire. J'ai choisi aussi l'orchis mâle parce que c'est le premier après celui-ci, mais qu'on trouve en abondance. Et il est intéressant parce qu'il est extrêmement variable, donc il faut faire attention. On a l'impression qu'il y a plusieurs espèces, en fait il n'y en a qu'une seule, tellement il est variable. J'ai mentionné ici l'orchis pourpre parce que c'est l'exemple type d'un orchis qui était extrêmement abondant et qui actuellement est en train de voir ses plus belles stations se faire ravager parce que son lieu de prédilection, eh bien, ce sont des terres à vignes. Et on est actuellement en train de replanter de la vigne à tour de bras un peu partout. Et donc, ces très belles stations disparaissent. Pour montrer l'adaptation, j'ai choisi aussi celle-ci, qui est une orchidée qui vit en parasite sur des champignons. Elle n'a pas du même coup, elle est dispensée, je dirais, de faire de la chlorophylle et ça peut lui permettre de pousser donc dans les forêts les plus sombres au niveau du sol. Et puis, j'ai gardé pour la fin donc la reine des orchidées européennes, le sabot de Vénus, donc, mais qui pousse beaucoup plus dans les zones froides au niveau des Alpes, enfin essentiellement des Alpes, mais qui est bien menacé par le réchauffement climatique. Voilà. Deux distinctions possibles au niveau du port des orchidées. La vanda, donc, qui va être ce qu'on appelle une monopodiale. C'est une plante qui pousse donc tout en hauteur, qui s'allonge, qui va se ramifier peut-être à la base au bout d'un certain nombre d'années. Les inflorescences vont pousser le long de cette hampe et puis ça monte, ça monte. Il y a un moment où, par exemple, moi j'en ai eu un comme ça qui atteignait, qui dépassait 1 mètre. Alors vous pensez bien que quand une plante comme ça atteint 1 mètre, eh bien c'est difficile de stabiliser dans un pot. Et donc, en règle générale, on préfère les cultiver à racines nues, tout simplement. Et puis le deuxième type, les orchidées dites sympodiales. Alors vous imaginez qu'ici, on avait au départ une petite pousse, et puis la petite pousse, en cours de végétation, va se ramifier une première fois, puis de chaque ramification va se ramifier à nouveau, et on finit à la fin par avoir une très belle boule, ici particulièrement bien formée. Donc, c'est la caractéristique des sympodiales qui peuvent donner des plantes assez énormes. Voilà. On les retrouve donc à l'intérieur, donc ici pris dans une exposition, un stand de vente. Vous retrouvez les monopodiales en racines nues suspendues comme ceci. Celles qui sont cultivées en pot sont à ce niveau-là. Et puis vous avez des petites plantes. Alors là, c'est peut-être qu'il y a le cartouche qui vous gêne, je ne sais pas. Peuvent être cultivées donc ici sur plaque, ce qui va simuler ni plus ni moins le tronc d'un arbre, hein, sur plaque avec une plaque de liège en règle générale, un peu de mousse dessus et puis du grillage à poules pour maintenir tout ça. Et ce qui fait que vous allez pouvoir l'arroser tout simplement par immersion, etc. Très intéressant pour les petites plantes parce que ça vous permet de faire à ce moment-là des collections de petites plantes dans un terrarium. C'est encore un mode de culture. Et vous voyez ici, j'ai compté, normalement, il y a 8 orchidées différentes, plus des petites fougères, plus des mousses. Donc, on peut aménager comme ça des jolis petits paysages à base d'orchidées. Les variétés, bien voilà, donc très grande diversité. Alors, on va passer très vite, hein. Vous allez me dire, bah oui, mais ce qu'on avait dit au départ, voilà, les trois sépales, les 3 pétales dont le label, on ne les retrouve pas toujours. Par exemple, ici, on n'en voit que 4 parce que tout simplement, il y en a un qui est complètement derrière, ici, hein, et c'est les 2 sépales latéraux qui sont regroupés en un seul sépale derrière. Ça, c'est pour vous indiquer que ça, c'est un phalaenopsis. Ça ne ressemble pas du tout au phalaenopsis classique qu'on achète. C'est pour montrer que, y compris chez
chez les Phalaenopsis, il y a énormément de variétés. Ici, par exemple, bien, il n'y a que les 3 sépales externes qui se sont soudés pour faire un tube, et puis les 3 pétales sont complètement au fond et sont devenus complètement insignifiants. Bref, vous voyez une multitude donc, de couleurs. Je déforme, il y a à voir les DISA, je pense que Colette vous en parlera tout à l'heure. Multitude également d'inflorescences. Ici, une très belle ombelle avec des bulbophyllum. Voilà. Grande diversité également au niveau de la taille. Alors ici, donc, essentiellement en Amérique du Sud, dans les Andes, il y a des quantités d'orchidées miniatures. Celle-ci, elle fait 2 mm de largeur. Donc, pour prendre la photo, ce n'est pas du tout évident. Et la plante en elle-même ne fait que 2 cm. Donc, Platystellaea argentosa. Celle-ci, ça en est un exemple. Alors, c'est une des seules photos qui n'est pas à moi. Donc, j'ai laissé le nom de l'auteur. Habituellement, les tiges font 2,50 m à 3 m, donc, et il y en a une qui a été exposée à la première exposition internationale à Londres en 1871. Et elle pesait 2 tonnes. Donc, ça donne une idée de ce que peut devenir une orchidée si on ne fait pas attention au choix, je dirais. Et puis, il y a des horreurs aussi. Alors ça, c'est une horreur parce qu'il y a des gens qui aiment le bleu, ça se comprend, mais de là à faire ça faire subir ça à des plantes, c'est un peu dommage. En fait, ce n'est pas du tout une orchidée blanche, pas du tout une orchidée bleue, c'est une orchidée blanche et on a piqué en bas donc une solution de bleu de méthylène qui va monter à l'intérieur progressivement. Et comme on ne peut pas faire 36 piqûres parce que sinon la tige va être complètement esquintée et la plante va faner, eh bien, il y a eu une piqûre qui est faite, ça commence à monter, puis il y a un moment, c'est épuisé parce qu'il n'y a plus de quoi aller jusqu'en haut. Le gros problème, c'est que les gens qui achètent ça ne savent pas ou n'imaginent pas que s'ils arrivent à entretenir bien leurs plantes, l'année prochaine, quand ça va refleurir, enfin la prochaine onde florale, elle sera toute blanche. Donc, c'est quand même assez horrible. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui s'amusent, il y en a des bleus, il y en a des rouges, il y en a des blanches, donc ils font des drapeaux bleu, blanc, rouge, mais enfin, c'est quand même un peu lamentable, je trouve. Alors, pour savoir d'où viennent nos orchidées, on va regarder un tout petit peu le mode de reproduction. La reproduction végétative. Si vous avez un phalaenopsis et que vous le traitez pas très bien, je dirais, qu'il subit un stress hydrique ou un stress thermique un peu prolongé, il va faner et il va à la place tout en haut, en dessous des dernières fleurs qu'il y avait, eh bien, il va fabriquer ce qu'on appelle des kékis. C'est un réflexe de survie. Il se dit qu'il a été maltraité, qu'il va mourir, donc il essaye de faire des bébés tout de suite, le plus rapidement possible, en épuisant ses réserves là-dedans. Alors ces kékis, ça épuise la plante, ce qui fait qu'elle ne refleurira pas si vous les laissez. Par contre, si vous voulez reproduire la plante, vous pourrez les détacher une fois qu'il y aura 3-4 racines, que le total fasse aux alentours de 15 cm, et à ce moment-là, on les repique tout simplement dans un substrat identique. Deuxième mode de reproduction, j'ai parlé tout à l'heure donc des plantes sympodiales. Alors, j'ai changé de plante pour montrer, vous imaginez ici, ça a démarré, ça ramifie une première fois, il y en a une autre ramification qui part là, il y a une ramification qui part de l'autre côté. Ici, c'est en train de recommencer à se ramifier. Bref, voilà. Ben, si vous coupez ici, ça s'est enraciné. Si vous coupez ici, ben, vous enlevez tout ça et vous avez donc du même coup une nouvelle plante. C'est très intéressant à condition donc d'avoir au moins 2 voire 3 pseudobulbes si on veut avoir des chances d'avoir une floraison rapide. Et puis, au niveau de la reproduction végétative, donc les monopodiales, l'exemple des Vanda par exemple, sur les monopodiales, bien souvent, vous avez des racines qui sont des racines aériennes. Surtout pas les couper, elles sont essentielles. Comme elles sont pour un bon nombre cultivées en racines nues, si je coupe ici, ben, celle-là, elle a tout ce qu'il faut pour pousser, elle a des racines, elle a sa tige normale, je coupe les lampes florales pour ne pas épuiser la plante, et puis je la cultive tout à fait normalement. Et en plus, je récupère le pied mère qui est en bas. Si j'ai coupé juste en dessous d'une racine ici, il y a des yeux normaux au niveau à l'aisselle de chacune des feuilles, et ça va partir ici sur une ramification et vous redonnez un pied. Donc, vous avez une multiplication possible comme ceci. Alors, les multiplications végétatives, c'est bien gentil, mais ça ne permet pas aux gens comme Colette tout à l'heure, qui va vous parler donc de l'hybridation. Et donc, si on hybride,
c'est qu'on fait un mélange génétique entre une partie mâle et une partie femelle, et que, évidemment, ça passe par l'étape de la graine. Alors, les graines, j'ai pris une photo ici d'une gousse de Cymbidium, donc c'est une grosse plante quand même. Ici, on est dans des dimensions de l'ordre de 2,5 cm, ici sur 8 cm de long approximativement. Ça donne une idée de la taille des graines qui sont peut-être pas millimétriques ici, mais enfin pas loin, hein, c'est de l'ordre du millimètre, voire inférieur pour des plantes, des orchidées à petites fleurs. Ces graines, donc, mais l'avantage, c'est qu'il y en a une multitude là-dedans, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers de graines. Donc, ça peut disperser à tout vent, je dirais. Pourquoi à tout vent? Bien, regardons la structure d'une graine. Il y a ici donc ce qui était un tube au départ, avec, mais un tube creux, hein, avec des cellules à la surface, et puis ces cellules elles vont se déshydrater, et ça ne fait l'équivalent d'une belle voile pour partir au vent. Et finalement, la graine en elle-même, la partie reproduction, eh bien, ce n'est que la toute petite partie qui est constituée donc de quelques cellules qui renferment le patrimoine génétique, et puis, malheureusement, aucune réserve, ou pratiquement. Alors, ça fait que quand les graines vont tomber, elles partent au vent, alors ça, c'est le gros avantage parce qu'elles peuvent faire des centaines, voire des milliers de kilomètres quand elles sont prises dans un ouragan ou autre, hein, donc pas de problème. Si elles tombent sur le sol ou dans un arbre, peu importe, elles n'ont pas de réserve. Donc, au mieux, elles peuvent démarrer un petit bout de racine, mettons peut-être aller jusque-là. N'oublions pas que ça fait 1 millimètre. Donc, si ça fait 1 centimètre de racine seulement, elle est complètement épuisée. Elle n'a pas encore de feuilles pour pouvoir capter et récupérer de l'énergie, et donc, elle va mourir. Par contre, si elle a la chance de rencontrer certaines espèces de champignons, elle a la possibilité à ce moment-là de parasiter dans une première étape le champignon. Le champignon va lui fournir donc les matières nutritives, les sels minéraux qui sont nécessaires, et du même coup, elle va pouvoir croître et faire une partie végétative verte, donc pouvoir faire de la synthèse chlorophyllienne. Une fois qu'elle fait de la synthèse chlorophyllienne, elle va remercier le champignon, si on veut dire, hein, parce que elle peut à son tour ramener des sucres qu'elle fabrique, et c'est une forme de symbiose. Alors évidemment, ça c'est très aléatoire, c'était le méthode de reproduction utilisée au départ par les premiers producteurs. C'était ce qu'on appelait donc le secret des producteurs. Maintenant, c'est un secret que tout le monde connaît, mais simplement, mettre des graines à la libre volonté d'un champignon, c'est dangereux. Alors, on préfère donc maintenant utiliser, plutôt que la mycorhize, on préfère utiliser des semis sur gel, donc un gel nutritif qui renferme donc des sucres et des sels minéraux. Et puis, la plante va commencer à pousser. On va faire plus ou moins, quelques repiquages. Et puis, il y a un moment où on fait ce qu'on appelle une sortie de flacon, et les plantes sont repiquées donc sur un substrat qui permettra à ce moment-là donc d'avoir une croissance normale. Voilà. Alors cet aspect-là, bien, c'est utilisé pour le côté artisanal, comme le fait Colette dans son entreprise. C'est fait ici, alors j'ai fait une grosse entreprise, c'est Equagenera en Équateur, où vous avez quand même 200 mètres carrés de surface de laboratoire, et puis je ne sais combien d'hectares de culture derrière. C'est ce qui permet, cette culture industrielle, c'est ce qui permet justement d'avoir des plants qui font baisser largement les coûts. L'inconvénient, c'est que c'est une production certes pas chère, mais qui offre très peu de choix. Des plantes passent partout, vous avez les mêmes plantes partout, et c'est le cas, par exemple, typiquement du Phalaenopsis. À titre indicatif, le Phalaenopsis, il y a 3 ans, parce que je n'ai pas trouvé de chiffres plus récents, il en est vendu en Europe 1 500 000 vendus chaque semaine, et sur des serres de production qui sont en Hollande, qui sont l'équivalent de 500 terrains de foot. Donc, c'est énorme. Et le seul problème, c'est que toute la partie que je vous ai montrée ici,
eh bien, tout ça, c'est du travail spécialisé. C'est fait en règle générale soit en Amérique du Sud, soit en Asie du Sud-Est. Et puis, une fois que les plantes en sont à ce niveau-là, au lieu de les repiquer sur place, c'est envoyé par avion en Europe et c'est repiqué en Europe où tout est automatisé. Et pour sortir du style 1 500 000 plantes par semaine, ça fait travailler quoi, une cinquantaine de personnes et puis c'est tout. Hein. Donc, c'est pas à l'avantage de l'emploi, je dirais. Alors, nos orchidées, maintenant on va en arriver à la culture, elles ont des exigences particulières, comme toutes les plantes, et selon ce que l'on va retrouver, la structure de la plante, on peut déjà avoir une idée des conditions de culture qui sont nécessaires. Par exemple, quand vous avez des cannes ou des pseudobulbes qui sont assez épais comme ça veut dire que la plante, elle a stocké de l'énergie pour des mauvais jours. Ça veut dire qu'il y a forcément un moment où la végétation va se ralentir. C'est une phase plus ou moins de repos qu'il faut respecter parce que c'est pendant cette phase de repos que la floraison se prépare. Et puis, j'ai choisi celle-ci parce que vous voyez qu'elle est splendide quand même. Et vous voyez que les feuilles sont claires. Quand vous avez des feuilles claires, ça veut dire en règle générale que ce sont plutôt des plantes qui vont pousser en plein cagnat. Et donc, ce n'est pas la peine d'être sombre, ce qui va capter toute l'énergie et tout, et qui fait que le feuillage risque d'être esquinté et d'être un peu grillé. Donc, ça vous donne déjà une idée des conditions de culture. Au contraire, une plante comme celle-ci, donc la plupart des paphio, même s'il y en a qui ont des feuilles claires, mais avec des feuilles foncées comme ça, c'est que vous avez des plantes de sous-bois, en règle générale, ou au moins d'ombre, on va dire, et il ne faut surtout pas les mettre en plein soleil. Les Paphiopellidium, ça se cultive en général en dessous des tablettes, enfin en bas d'une serre pour être à l'ombre. Et ça lui suffit largement parce qu'elle a des feuilles très foncées de façon à capter toute la lumière qui lui arrive dans son milieu. Et puis, au niveau des racines, par exemple, vous avez une petite plante comme ça, les Restreppia, vous regardez les tiges, il n'y a pas de quoi stocker de l'énergie là-dedans, c'est pas renflé, etc. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau de stockage non plus. C'est des petites racines comme ça, si c'est long, mais par contre, il y a besoin en permanence d'alimenter notre plante. Donc, ça veut dire que c'est des plantes qu'on fait pousser dans un substrat qu'on va essayer de garder humide en permanence, mais du même coup, pour qu'il ne soit pas gorgé et qu'il puisse y avoir une circulation d'air dedans, eh bien, il y a des petits grains. Ah, j'ai perdu ma souris. Voilà. Il y a des petits grains dedans de polystyrène ou d'autres pour simplement faire du volume, alléger le mélange et permettre l'aération. Si on veut que nos plantes arrivent à la floraison, ce n'est pas moi qui vais développer ça, essentiellement, mais il faut respecter les cycles naturels. Non seulement les conditions donc, de température et de luminosité, mais aussi les conditions donc, le long de la saison ou le long de la journée. Alors, le cycle diurne, il est fondamental parce que, en fait, les orchidées, comme toutes les plantes d'ailleurs, ont une phase où elles captent l'énergie solaire et une phase de plus ou moins de repos apparent, je dirais, où elles vont transformer cette énergie en sucre en règle générale pour stocker l'énergie. Il faut que ces phases diurnes, éclairage et ombre, soient bien équilibrées. Moralité, si vous prenez une plante comme les phalaenopsis, parce que tout le monde en a, ou à peu près, ça pousse pratiquement dans les zones équatoriales. On va dire, pour schématiser, durée du jour, durée de la nuit, égalité, 12 heures, 12 heures. Quand on est en hiver chez nous, eh bien, de la lumière, il n'y en a pas 12 heures, il y en a un petit 8 heures. Donc, ça veut dire que, par exemple, eh bien, pour des plantes de ce style-là, normalement, si on veut avoir une floraison très abondante, c'est pas mal d'amener un apport supplémentaire de lumière. Je trouve que les plus beaux phalaenopsis qu'on trouve, bien souvent, c'est aux caisses des bijouteries ou des magasins comme ça, des magasins qui ont de la lumière en permanence sur leurs plantes, et évidemment, ça aide bien
puisqu'il lui faut 12 heures par jour. Voilà. Alors, pour le cas des phalaenopsis, il y en a qui n'ont pas besoin non plus de beaucoup de lumière, parce que certains correspondent en fait à des situations plutôt en sous-bois. Et puis, il va falloir garder aussi au niveau du cycle diurne, problème de lumière, mais aussi problème de température. En règle générale, vous avez la température qui baisse pendant la nuit, sauf, je dirais, dans les zones typiquement tropicales, où l'écart est très faible. Mais quand on prend par chez nous, l'écart de température peut être très important, de l'ordre d'une dizaine, une quinzaine de degrés. Donc, ces écarts de température, il va falloir aussi les respecter. Alors, ce n'est pas toujours facile en appartement, mais par exemple, une petite astuce, ça consiste à mettre, par exemple, derrière une fenêtre, si possible, sans double vitrage, et vous mettez une petite étagère pas très large, et puis un double rideau. Le double rideau va empêcher l'air de circuler, et si vous n'avez pas de double vitrage, vous allez avoir facilement 3-4 degrés, 4 ou 5 degrés de moins dans ce petit espace par rapport à la température de votre appartement. C'est une astuce possible. Le cycle annuel, donc, le cycle annuel, eh bien, c'est exactement la même chose. On l'a vu tout à l'heure pour le cycle annuel de l'Himentoglossum, là, pour qui terrestre indigène. Si la plante est habituée, est conçue, est adaptée pour avoir un repos hivernal, c'est pas pour rien. Ce repos hivernal, il lui sert à fabriquer, donc, bien souvent, à amorcer la floraison. Et ça, c'est absolument à respecter, parce que si on ne respecte pas ça, bien, en règle générale, il n'y a pas de floraison. Alors, c'est typique, on trouve maintenant beaucoup de phalaenopsis dans le commerce. Avant, ce n'était pas des phalaenopsis qu'on trouvait, parce que c'était trop cher, il fallait les cultiver en serre chaude et tout. Avant, c'était des cymbidiums. Et les cymbidiums, ça plaisait bien parce que ça peut donner des fleurs assez monumentales. Il n'y a qu'un inconvénient, c'est qu'on disait aux gens, l'hiver, il faut que la température, elle descende bas. Alors, quand on disait aux gens, oui, 10, 8, 10 degrés la nuit, c'est normal. Et les gens, ils disaient, c'est pas possible, c'est une orchidée. C'est pas une orchidée européenne, c'est une orchidée qui vient, d'après eux, des pays chauds. Et c'est pas vrai. Les cymbidiums, les gros cymbidiums, ça vient de l'Himalaya. Et donc, si vous ne mettez pas vos cymbidiums à l'extérieur, ils ne refleurissent pas. Et c'est ce qui s'est passé. Les gens ont abandonné les cymbidiums parce que la plupart n'arrivaient pas à les faire refleurir. Alors, l'intérêt donc de l'hybridation, ça peut être aussi non seulement de faire des fleurs mieux que celles des parents, mais ça va être aussi de trouver des espèces qui soient plus faciles de culture, parce qu'avec des écarts de température plus modérés, avec un ensoleillement qu'on puisse trouver dans un appartement à côté d'une fenêtre, etc. Voilà. On en arrive donc maintenant, je dirais, à la conclusion, c'est-à-dire comment faire pour bien choisir son orchidée. Alors, bien choisir, c'est choisir une espèce adaptée aux conditions que vous allez pouvoir lui offrir. Il n'y a rien de pire que d'acheter une belle orchidée, vous avez le coup de foudre, vous la mettez chez vous, et puis quand vous l'achetez, vous avez votre vendeur, si vous l'achetez, je dirais, en présence du producteur, il va vous dire conditions. Mais quelquefois, chez vous, vous n'avez pas les possibilités de lui offrir ces conditions-là. Donc, moi, je vous conseille de se renseigner avant, bien sûr, on peut acheter sur un coup de foudre, mais si on va dans une jardinerie, regardez ce que c'est comme espèce et allez voir avant, parce qu'il ne faut pas attendre d'avoir des conseils terribles, enfin super en jardinerie, allez voir avant, trouver des informations. Les informations, vous allez pouvoir les trouver donc un peu partout. Maintenant, vous avez Internet, donc il y a les sites, évidemment, les sites de vente en ligne. Un producteur a toujours intérêt d'avoir un site attractif et de donner des bons conseils. Donc, il y en a un certain nombre qui sont bien faits, qui vont vous donner des bonnes informations. Vous avez aussi, ce qui est très intéressant, les sites des associations orchidophiles, parce que ce sont là des amateurs qui vont vous parler,
mais des abatteurs qui en ont un peu bavé, qui ont eu leur raté, et les expériences négatives peuvent être très positives pour ceux qui en ont, hein, sont mis au courant et qui du même coup ne produiront pas les mêmes erreurs. Et puis vous avez aussi donc se renseigner, c'est fréquenter des expositions d'orchidées, parce que là vous allez pouvoir parler avec les producteurs qui vous vendent leurs plantes, et donc là ils vont vous dire comment ça se cultive, et vous allez pouvoir demander, moi j'ai une fenêtre, elle est au nord, est-ce que je peux ou je ne peux pas, ben, ils vont vous proposer autre chose, mais quelque chose qui sera susceptible de fonctionner. Voilà. Et puis enfin, si vous avez des problèmes avec vos orchidées, bien, il y a un site sur le site de la SNHF qui s'appelle Hortiquid, où vous pouvez poser des questions, et à ce moment-là, eh bien, nous essayons d'y répondre. On est plusieurs à répondre aux questions. Et alors, il faut attendre un petit peu, il faut le temps que les questions nous arrivent, qu'on les reçoive. Hein, ce n'est pas en ligne directe, mais on peut répondre à vos questions. Une fois que vous avez toutes les informations, vous allez essayer de choisir une plante. Je conseillerais de choisir une plante en fleurs, parce que, alors c'est ce qu'on trouve sur les expos, donc ça c'est ce qui est intéressant, donc vous voyez ce que vous achetez. Le problème d'achat sur catalogue, eh bien, c'est que par exemple, vous prenez des photos sur des fleurs bleu violacé, les appareils numériques rendent très mal ces couleurs-là, et c'est quelquefois décevant de recevoir après la plante qui vous paraissait très bien sur un catalogue, et vous vous dites, bah non, ce n'est pas la couleur que je voulais. Donc, se méfier un petit peu de ce côté-là. Choisir une bonne plante, c'est choisir une plante saine dans toutes ses parties. Alors là, il faut regarder s'il n'y a pas des moisissures, si elle n'est pas esquintée, si tout ce qui concerne une plante saine, je vous renvoie à l'exposé de Pascal qui me suivra, parce que c'est son rayon, puisque c'est ce qu'il faisait au CERF du Sénat. Choisir des bons producteurs irréprochables, ça c'est important, parce que si vous allez voir vos producteurs, vous allez pouvoir regarder vos plantes. Si vous achetez sur Internet, vous allez recevoir quelque chose au bout d'un certain temps. Vous avez des producteurs qui vous envoient, je dirais, un peu n'importe quoi, puisque de toute façon, ils ne vous voient pas. Et bon, il faut faire attention. Même des producteurs réputés, ça peut être gênant. Par exemple, moi j'ai acheté il n'y a pas si longtemps à Singapour un gros bouquin et deux petites plantes. Les deux petites plantes sont parties, le gros bouquin aussi. Le gros bouquin est arrivé en 2 jours. Je trouvais ça remarquable. Il y a eu l'avion. Les deux petites plantes sont arrivées 3 semaines après. Inutile de vous dire qu'elles étaient mortes. Donc, c'est un argument dont il faut tenir compte. Hein. Et puis, il y a un argument dont il faut tenir compte aussi, c'est de faire attention quand on achète dans l'hémisphère sud. Parce qu'on achète des plantes et on se dit, bon, ben voilà. Sauf qu'il y a un décalage de saison. Quand c'est l'hiver chez nous, c'est l'été chez eux. Alors, si vous achetez quand c'est l'été chez eux, au milieu de l'été chez eux, donc ça veut dire au milieu de l'hiver chez nous, la plante, elle est en pleine croissance. Il faut qu'elle finisse de mûrir ses pseudobulbes, etc. Elle arrive chez nous, elle est dans des conditions où l'hiver, ça manque de lumière, la température est basse, etc. Elle va rater sa maturation des pseudobulbes. Et si elle rate sa maturation des pseudobulbes, il n'y aura pas de fleurs l'année prochaine. Et il y aura toutes les chances d'avoir même une pousse relativement chétive. Vous voyez ? Donc, ça veut dire que si on achète dans l'hémisphère sud, il y a de belles choses à acheter dans l'hémisphère sud, eh bien, on prend le risque d'être obligé d'attendre 1 an, 2 ans pour avoir effectivement une floraison sympa. Voilà. Et puis enfin, je vous dirais que pour bien choisir ces orchidées, il n'y a aussi rien de tel que d'adhérer à une association orchidophile. Parce que quand on adhère à une association, on a donc les conseils de gens qui ont cultivé, qui ont eu leurs échecs, qui multiplient leurs plantes un petit peu parce que quand elles sont bien cultivées, elles deviennent un peu trop grosses, donc on les divise. Et quand on les divise, qu'est-ce qu'on fait avec les autres parties ? On les offre aux copains du club, on fait des échanges, on les vend à des prix qu'on appelle des prix associatifs. Donc, ça peut être extrêmement intéressant. Vous trouvez en général dans toutes les associations orchidophiles une bibliothèque bien garnie, et donc c'est une bonne chose.
à propos de bibliothèque, la bibliothèque de la SNHF, bien sûr, c'est pour les gens de la région parisienne, mais elle est extrêmement bien garnie. Et donc, vous pouvez venir consulter pour trouver ce type d'informations. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour. Donc, je voudrais remercier Yvette et Alain donc, pour l'aide à l'organisation, Marion et Corinne pour l'aide technique et la gestion de la communication, Marc-André Sellos qui nous a prêté les photos de graines au microscope électronique, et aux conférenciers, donc Colette Barthélémy et Pascal Sauvêtre, pour leur temps précieux consacré à cette expérience. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci Philippe pour cet exposé à la fois très clair et très complet et qui a d'ores et déjà suscité quelques questions. Alors peut-être pour démarrer par rapport à ce qui a été présenté, est-ce que semis et culture in vitro finalement sont possibles pour toutes les espèces, ou au moins je dirais les espèces communes que l'on va trouver chez les principaux producteurs? Généralement, les producteurs, ils font. Vous pensez bien que c'est fini le temps où ils vont procéder par division de souches, couper le haut de leur vanda, etc. Ce qui fait de reproduction, ils n'en vivraient pas. Hein. Donc, c'est la seule solution, effectivement, de faire du semis, de la culture in vitro pour ça. Alors, par contre, j'en profite pour insister sur le fait qu'il faut faire attention. Quand je disais choisir des bons producteurs, il y a des gens qui vendent des orchidées et qui sont des orchidées, je dirais, piquées dans la nature. Et ça fait des ravages monstrueux. Donc, il faut faire attention. C'est ce que je dis, enfin, c'est ce que j'intègre dans choisir des bons producteurs. Hein. Et justement, en rebondissant sur cette dernière remarque, vous avez parlé d'achat possible de plantes hors Union européenne, finalement. Est-ce que c'est réellement autorisé ou non? C'est-à-dire, ne faut-il pas avoir un contrôle phytosanitaire de ces espèces pour ne pas rentrer, et peut-être on le verra dans l'exposé qui suit, celui de Pascal Sauvêtre, de façon à ne pas amener quelques parasites dont on se passerait bien? Oui, alors en principe, déjà quand on importe donc des plantes, alors les orchidées exotiques, en tout cas tous les Paphiopedilum, et puis je ne sais plus, il y en a quelques autres aussi, sont classés dans les CITES, ce qui fait qu'on n'a pas le droit de les importer. Hein, ils n'ont pas le droit de sortir du territoire. Pour ceux qui sont dans les CITES catégorie numéro 2, on a le droit d'exporter des parties, mais c'est quand même assez compliqué. Moi, ce que j'appelle un producteur sérieux, c'est justement quelqu'un qui respecte les CITES, c'est-à-dire qu'il va vous envoyer une plante normalement, elle est à racine nue, elle a été aseptisée et c'est à vous normalement de la rempoter à l'arrivée. Tant que c'est à l'intérieur de l'Europe, il y a on considère que le passage entre l'Allemagne et la France, par exemple, se fait tellement facilement que on ne peut pas espérer bloquer les échanges. Et puis, c'est l'opposé de l'éthique de l'Europe. Mais venant d'ailleurs, normalement, vous ne pouvez ramener que des plantes à racines nues, théoriquement, qui ont été traitées. Alors après, c'est toujours pareil. On n'est pas à l'abri d'une bestiole qui va se trouver dans le… Hein, ça, c'est sûr. C'est sûr. Mais c'est Pascal qui va répondre à ça et qui va vous dire que la première chose à faire, c'est de regarder votre plante de très près et de ne pas laisser rentrer n'importe quoi. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. La première chose, c'est choisir une plante saine. Et si elle arrive qu'elle n'est pas saine, il va vous donner des astuces. Alors, à l'intérieur de l'Europe, excusez-moi, il y a l'obligation d'un passeport phytosanitaire. Oui. Maintenant. Depuis peu. Oui. Une question, comment comprendre quel est le moment correct pour rempoter une orchidée? On va laisser ça à Colette parce que c'est typiquement, c'est son boulot, je dirais bien. Donc, c'est pas que je veux pas, hein, mais
va mettre ça directement dans son exposé, je pense. Ouais. Et peut-être une dernière qui a été la première question posée. Quel est le moment d'apparition des orchidées donc, dans notre flore en général, c'est-à-dire plusieurs millions d'années? Ah, alors de mémoire, ça doit être à peu près 200 millions d'années. C'était à peu près l'époque où alors comment ça s'appelait ça, quand les terres émergeaient, faisaient qu'un seul bloc, la Pangée, voilà, c'est ça. Hein. Et ça commence à se scinder parce qu'il y a des genres qu'on retrouve juste en particulier qu'on trouve dans l'Asie du Sud-Est, qu'on retrouve en Afrique et qu'on retrouve dans l'Amérique du Sud. Et ça, c'était ce qui était au contact au niveau de la Pangée. Donc, on pense que c'était déjà, les orchidées existaient déjà à cette époque-là. Hein. Alors, au niveau des fossiles, je ne sais pas de quand date la plus vieille, mais c'est l'ordre de grandeur. Merci.